entendre parler pour l'industrie de la chaîne de blocs, pour l'industrie du minage de Bitcoin. Et donc, effectivement, comment on peut être dans ce secteur tout en étant de bons acteurs corporatifs. On a invité deux bons exemples pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils font et comment on collabore tous ensemble pour le bien de l'économie plus globale et non seulement l'entreprise franco-notre travail. Merci. Messieurs, je vous invite à vous présenter vous-même si vous avez moi, c'est Sébastien. Ça fait 12 ans que je m'intéresse à tout ce qui est Bitcoin, blockchain, crypto en général. Ça fait 5 ans que j'ai joint Bitfarm. On a construit 11 centres de données qui totalisent 159 MW d'énergie au Québec. Puis on compte actuellement pour environ 1,3% de toute hash rate globale. Bonjour à tous, Romain Louzarette, entrepreneur depuis 25 ans dans le monde de la tech, commencé en 1995. 2017, passionné par la blockchain, j'ai créé avec d'autres fondateurs notre première ligne de Bitcoin. On a créé 20 MW d'énergie, beaucoup plus petit que Bitfarm, mais c'est notre grand frère, on les suit, on veut faire comme eux, on veut grandir comme eux. Et aujourd'hui, donc, on représente 0,2% à peu près du Bitcoin avec 1 MW, complètement en self-mining. Et des sujets effectivement très intéressants. Merci de m'avoir parmi vous, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est les moments où il faut se poser des questions, et c'est surtout les moments où il faut agir pour aller développer et déployer pour les prochaines années. Merci à vous deux. Donc effectivement, le sujet de ce premier panel, c'est suite au fait qu'on a pu remarquer dans des régions comme le Texas que des entreprises de minage ont vraiment revitalisé certaines villes industrielles, créé des emplois de valeur ajoutée, des programmes éducatifs, soutenu un petit peu le développement d'infrastructures importantes et de services, des routes, des centres communautaires, des choses assez variées. Ma première question pour vous, c'est, donc, étant donné la consommation d'énergie que demande le minage de Bitcoin, le proof of work, sur lequel vous pouvez faire des remarques au début si vous avez envie, mais étant donné cette consommation, ça nécessite une certaine infrastructure qui est importante. Vous en avez tous les deux dans la province du Québec à différentes tailles et vous avez géré les choses de manière différente, mais selon vous, pour commencer, quels sont les principaux avantages économiques que vos centres de minage de données apportent dans ces lieux? Et si vous voulez commenter en premier sur le proof of work et son utilisation d'électricité à l'usine. Je vais aller directement sur les avantages, je pense, parce que c'est quand même assez important. Il y en a plein. Et quand on regarde les municipalités, notamment avec lesquelles on travaille, pareil chez Bitfarm, on est mine d'or. Pourquoi? Parce qu'on arrive à s'intégrer dans une grille énergétique, dans une consommation énergétique, d'énergie qu'ils avaient, qui n'était pas utilisée. Donc on ne crée pas de nouvelle énergie. On n'est pas en train de prendre de la nouvelle énergie concrète pour utiliser sur des nouveaux projets. Elle était là, elle n'était pas utilisée. L'énergie n'était pas utilisée, elle ne perdrait jamais. Donc on ne la retient pas dans la nature, l'eau, on ne remonte pas les courants. Donc on prend l'énergie qui n'était pas utilisée, on la modifie. On est capable d'apporter des revenus à la ville et des profits. C'est très important et intéressant pour eux parce que c'est besoin de ça. Derrière ça, avec la ville dans laquelle on travaille, l'important dans la façon dont on s'intègre dans la grille énergétique, c'est qu'on a quelque chose de magique en Bitcoin. On a le délestage. Le délestage, c'est redonner l'énergie à la population quand ils en ont besoin. Chez nous au Québec, c'est pas tout fait froid, surtout parce que en hiver, on a plus de chauffage chez nous. Et donc on est capable de s'arrêter en quelques millisecondes. Vous avez les mêmes principes que chez Bitfarm et chez nous. On est connecté programmaticalement à la grille énergétique. Ils nous envoient des messages. Et en quelques millisecondes, on enlève 5%, 10%, 100% de nos mineurs et on redistribue l'énergie. Donc la population sans rien, elles sont juste plus de revenus. Et ces revenus, de plus en plus, ils sont distribués à ses habitants. Nous, à Joliette, c'était annoncé, ils ont fait des revenus extraordinaires de 5 millions de dollars, donc je crois 3 millions de mètres d'électricité. C'est nous, on est dans le mégawatts, on est plus gros que nous. Et ça, ils les redépensent, ils les remettent dans différents projets. À l'IFA, on en parlera sûrement, à Sherbrooke, qui sont encore mieux, ils n'ont pas augmenté les impôts locaux de 1 000 $ par maison. Vous avez un centre de minage dans votre ville, vous payez moins d'impôts. Moi, je pense que ça serait quand même pas mal d'en avoir plus. Et puis après, il y a encore plein de trucs, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais on crée des emplois. Ça ne perd pas beaucoup d'emplois, mais mieux payés que la moyenne. Et en général, en tout cas pour nous, on donne des stock options qui sont alignés à la société. On a beaucoup de contracteurs qu'on a fait travailler. On est une société publique, tout est accessible en ligne. Notre ticker, c'était SSI Sato, on est côté au Canada.
Et on a pu dépenser entre 3 et 4 millions de dollars de l'infrastructure électrique, construction autour de nous. On avait travaillé avec la population locale. On réutilise notre chaleur. Un autre sujet, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On a fait des trucs avec l'UQTR, l'Université du Québec et le Smart Lab du Québec pour avoir de vraies data sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser la chaleur et des vrais enjeux. Moi, je t'inviterais à développer un petit peu plus. Ça, c'est quelque chose qui est encore moins connu, je pense, que ce dont tu as parlé auparavant de la réutilisation de la chaleur. Et au Québec, ça doit intéresser pas mal les gens. Donc, si tu veux développer, vas-y. Alors, sur la chaleur, ouais, vous faites aussi, par exemple, Je peux lancer, on a un exemple vraiment concret à une de nos usines qui est à Coinsville. Notre voisin, c'est un entrepôt. Ce qu'on fait, on prend notre chaleur qui est dégagée par le mineur, puis on y envoie de son côté du bâtiment. On est aussi en train de regarder avec d'autres façons qu'on peut collaborer, que ce soit avec des serres ou n'importe qui a besoin dans son industrie de faire du séchage ou quoi que ce soit. On va pouvoir, au terme, réutiliser toute la chaleur de façon efficiente. C'est des projets comme ça qu'on travaille à développer. Avec une nouvelle technologie aussi comme le hydro ou le immersion. Comme la chaleur ne sera pas transportée dans l'air, c'est beaucoup plus facile à diriger et à amener sur des longues distances. Et on pense aussi qu'à ce niveau-là, on va être capable de chauffer des bâtiments ou pratiquement plusieurs bâtiments qui seraient liés les uns aux autres. Et je pense qu'il y a plein de projets qu'on a développés. Nous, ce qu'on voit, c'est d'une part des projets plus traditionnels, habitation, chauffage. Ça va être plutôt, je pense, des gens qui vont faire personnellement avec des mineurs, ils vont acheter des mineurs un peu plus âgés qui vont les mettre dans des chauffages. Mais la question que les gens vont se poser à la fin, c'est qu'ils vont se dire, attends, j'achète un chauffage qui me chauffe ou j'achète un chauffage qui me chauffe, c'est qui fait les duplets. Donc, la réponse, elle va être simple, ils vont choisir les deux. Donc ces applications, on les voit dans le monde des particuliers. Nous, on dit qu'on cible plutôt, on a plutôt envie d'aller sur le monde industriel. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est là où il va y avoir du scale. Et puis l'intérêt aussi de faire la réutilisation de chaleur, c'est dans une approche environnementale. Et si on veut avoir du vrai impact au niveau environnemental, il faut aller là où il y a beaucoup de consommation, là où il y a beaucoup de chaleur. Un exemple très simple, même plus que un, on a une usine à côté de chez nous, Bridgestone, ils doivent chauffer leur caoutchouc des pneus qu'ils reçoivent en bloc carré, et ils doivent le chauffer, le donner à 90 degrés, je crois, à 52 degrés avec chaud. La chaleur des mineurs, c'est parfait. Alors, effectivement, est-ce qu'on la transforme, est-ce qu'on la transfère d'une manière juste air, est-ce qu'on la passe par de l'eau, du liquide pour aller plus loin, etc. Ça, c'est des choses qu'on a regardées. Mais ce qu'on a commencé par faire avec l'Université du Québec, c'est là où on a travaillé à peu près il y a 6 mois, on va avoir de la data. Sans data, on peut parler de ce qu'on veut, on ne saura pas. Et donc, on a pris 2 PhD, enfin, on a travaillé en collaboration avec 2 PhD. L'étude va sortir dans les prochains jours, elle va être présentée, c'est fait avec l'UQTR et le Smart Lab. Département de l'énergie, pardon. L'étudiant qui a fait le PhD, qui a fait ça, va présenter dans quelques jours les résultats. La conclusion, elle est assez simple. Alors, c'est une première étape, mais on montre qu'on peut utiliser entre 65 et 85% de la chaleur qui a été produite par nos mineurs. Juste pour vous donner un exemple, je pense que tout le monde connaît un peu comment ça passe les mineurs, mais il y a un bloc qui est un ordinateur, ça prend l'air froid d'un côté, ça prend l'air chaud de l'autre. Première chose qui ressort, on va essayer de le recycler, on essayer de trouver des moyens de le remettre dans un cycle. Parce qu'en fait, en faisant ça, on fait un truc génial, c'est qu'on prend un truc de l'énergie, on en crée deux, de la chaleur et des piqueurs. Alors on crée en plus un troisième truc, des boîtes qui sont quand même pas mal successful. Big Farm, vous êtes rentré au Nasdaq, vous avez tapé les milliards de valorisation. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Quand on s'implémente dans des villes, généralement c'est dans des milieux éloignés, on apporte aussi beaucoup de technologies dans des milieux qui nécessairement c'est pas accessible aux gens. Ça permet de former des gens sur place dans des milieux technologiques vraiment innovants. C'est des choses aussi qu'on apporte à des villes comme Bécomo, Coinsville, par exemple. Les bâtiments qu'on a pris possession, en fait, il y en a une à Coinsville pour donner un exemple concret, c'est la Tupperware qui a commencé en 1985. Le bâtiment était complètement délabré, c'était à ciel ouvert pratiquement. Maintenant, c'est rendu un centre de données high-tech. En avant dans une ville comme ça, mais on contribue aussi avec les taxes et avec la rénovation des bâtiments qu'on fait. C'est vrai que les mineurs, on est souvent plus éloignés. Comme on va chercher l'énergie, là où elle est quand même abondante, on n'est pas dans le centre-ville. On est plutôt dans les parties plus éloignées du centre-ville, voire même très éloignées. Il y a même pas une stratégie, ça a été plus proche on est de la production énergétique, mieux c'est, parce qu'elle va nous coûter moins cher, elle est moins longue à transporter.
construit, il y a moins de déperdition, etc. Mais on se développe, en tout cas pour le mining. Pour la partie intelligence artificielle, je me trompe avec les deux, je pense que ça va être un petit peu différent la partie de l'allocation, parce que là on a quand même des besoins d'être plus proches des centres. Parce que dans la partie AI, dans la partie intelligence artificielle, il y a vraiment un besoin de latence. Quand vous utilisez ChatGPT, vous ne pouvez pas attendre non plus que la requête aille faire 3 fois le tour de la planète pour revenir. Donc là, il va falloir qu'on trouve la moyen de faire la balance au niveau de la grille énergétique, parce qu'encore une fois, le principal, c'est comment est-ce qu'on s'insère, nous, dans une grille énergétique. En fait, ce qu'on fait, nous, au niveau des municipalités, c'est ce qu'on essaie de dire au Québec. Faites-le au niveau du Québec, ce qu'on est capable de faire au niveau du ville, on est capable de faire au niveau du Québec. Plusieurs entreprises, il se trouve que des boîtes cotées qui sont publiques, c'est côté qui sont transparentes, et la résultante de côté, il y en a quand même beaucoup, donc on enlève tout le mauvais narratif qu'on peut souvent entendre sur la crypto, sur le Bitcoin. Et cette capacité-là, en faisant à un niveau local, on est capable de faire au niveau global, provincial, étatique. C'est vrai que pour l'instant, on est quand même assez éloigné des centres-villes, c'est plutôt un plus parce qu'on rapporte de l'emploi dans une région qu'on avait un peu perdue. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de personnes. Maintenant, il n'y a pas non plus de problème vraiment d'emploi au Québec. C'est plutôt les municipalités qui devraient me dire, écoutez, nous on en a, on peut qualifier. Alors après, on peut les former, c'est vrai que c'est complètement réforme. Mais ce qu'on s'aperçoit, en tout cas chez nous, on a fait des études, ce que je disais tout à l'heure, on paye mieux que la moyenne des gens, et puis on donne des solutions. Au niveau du personnel formé, on a aussi un partenariat avec une école à Château qui s'appelle le 24 juin. C'est des gens qui travaillent en fait en réparation d'appareils électroniques. Ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir. Nécessairement, ce pas des gens qui ont l'habitude de travailler avec des mineurs ou avec. C'est une nouvelle technologie qu'on vient leur montrer. Puis c'est super intéressant aussi d'arriver avec des programmes comme ça, les plans de stage, les accompagnements, puis on les apprend des gens de qualité. Après ça, dans un industrie qui est vraiment niche. Il y a un autre avantage aussi pour changer un peu de sujet, c'est sur la prévision énergétique à 20 ans. Si vous êtes encore une municipalité, vous voulez construire, je sais pas, imaginons que vous avez 100 mégawatts et vous dites, voilà, maintenant je prévois de donner 500 mégawatts. Ben, en faisant avec nous, non seulement on peut faire le nom à votre collègue ou une municipalité, ils n'ont pas besoin de nous pour faire l'électricité, c'est les moins. Mais ce qu'on peut nous faire, c'est apporter une consommation au moins sur les 5, 10, 15 prochaines années. Et quand on construit de l'énergie à 500 MW, eh ben, il faut prévoir aujourd'hui ces 500 et se dire comment est-ce que si je vends les 500 MW à la fin du cycle dans 20 ans, ben, je vais quand même dépenser tout de suite pour construire les 500. Comment est-ce que je peux mieux les rentabiliser? Là, c'est avec nous. On permet de monétiser les projets d'infrastructure dès le moment qu'ils sont prêts, dès qu'ils sont opérationnels. Et ensuite de ça, se rétracter dans l'énergie. Donc ça demande quand même des interactions, des conversations avec les municipalités et un certain niveau de gouvernement. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu à ce niveau-là? Peut-être commencer par Sébastien. Non pas que je vais te couper, Romain, mais je m'entends un petit peu plus, où tu pourras... Nous, notre plus grand partenaire, c'est la ville de Château. C'est là qu'on a la majorité de nos opérations au Québec, 96 sur les 157 MW qu'on exporte. En fait, ça se traduit directement par un peu plus de 40 millions de dollars qu'on verse à Hydro-Château par année. Là-dessus, on compte 10 millions qui se retrouvent directement dans le budget de la ville, qui a justement permis comme outil à pas augmenter le compte de taxes, mais aussi à faire tous les projets qui ont C'est pas les seuls. Non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, il y a des municipalités. Il y a d'autres mineurs, ils ont la même approche. Ils vont en Géorgie, ils vont au Texas, c'est un peu différent. Ils vont voir les municipalités, et c'est les municipalités qui nous demandent. Et je pense qu'on est à un point d'inflexion dans la mentalité, dans la façon dont les gens perçoivent notre métier, et c'est en train de changer les gens, se dire finalement c'est pas mal. Finalement, c'est peu d'énergie pour faire beaucoup de transactions. Donc ça va c'est une nouvelle sortie. J'aime pas trop la comparaison de Bitcoin et de Visa, mais Bitcoin en 2022 fait plus de volume que le Visa. 30% plus, c'est 3 fois plus que Mastercard. C'est-à-dire qu'il y a plus de volume, pas plus de transactions, plus d'argent échangé sur les réseaux. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est l'image de Bitcoin. Pour revenir juste sur la partie analytique, pour donner aussi des datas intéressantes, le Bitcoin dans le monde entier, c'est 0,2% de l'énergie mondiale. C'est bien. Ce qu'on fait pour la capacité qu'on a de gérer un réseau transactionnel international
qui se settle toutes les 10 minutes. C'est ça la beauté du Bitcoin, toutes les 10 minutes, c'est settlé, ça ne fait pas comme Visa. Visa, il parle de transaction par seconde. Très bien, mais c'est juste une entrée qu'ils font dans une base de données. Pour sceller les informations de Visa, c'est entre 8 et 1 jour minimum, et c'est des employés sur 6 continents. 6 continents. Nous, Bitcoin, c'est pas ça, avec 0,2% d'énergie. On a fait des études, notamment chez nous, et je pense que vous aussi, parce qu'on a une approche de G, notamment sur notre consommation carbone. Il se trouve que 80% de nos coûts et la majorité de nos produits d'origine, comme vous savez, c'est l'électricité. L'électricité du Québec, elle est géniale, elle en produit presque pas. Donc, quand on prend un carbone, elle est presque à zéro. Le scope 2 que tu peux fournir, ça va pour respirer, on crée un peu de carbone en respirant, on voyage, on mineur, il ne produit pas de carbone. Notre ferme de minage à 20 MW, ça représente aujourd'hui l'équivalent de 30 maisons en consommation carbone par an. C'est pas beau. On est 0,2% du réseau. Si on était 100%, je souhaite en fait une secteur accélérateur de Bitcoin, mais ça représente quoi 0,30 000 maisons. La Visa, Mastercard, toutes les banques du monde, ils n'utilisent pas 30 000 maisons de carbone pour faire le réseau de paiement. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc. Il faut repréciser le point important dans l'énergie. On compare souvent l'énergie de Bitcoin avec les énergies du pays, mais c'est fallacieux. Parce que si vous comparez avec un petit pays, c'est sûr qu'une industrie mondiale va faire. C'est sûr. Mais l'énergie nouvelle, ça fait plus. Donc forcément, si vous comparez avec la Suède, c'est la Suède. C'est un petit pays, une quasi de défense, on peut parler de l'industrie mondiale, c'est sûr que ça va faire plus. Il ne faut pas rester. Il y a beaucoup de mythes dans l'industrie. Mais je pense, comme je disais, qu'on est en train de s'estomper. Et on est en train de passer à la phase 2 où maintenant les choses changent et on va s'apercevoir que quand on s'insère dans le numérique, on apporte beaucoup plus que juste gérer des ordinateurs pour faire des choses. Si tu as quelque chose à ajouter à ça, non? Et moi, on parle donc beaucoup, on a parlé pas mal de la grille, et je pense que ça fait un petit peu partie des choses qui inquiètent, ou en tout cas qu'on peut entendre comme type d'inquiétude, c'est est-ce que justement il n'y a pas un poids sur la grille à côté de vous, quel est le plus danger entre guillemets pour les habitants de municipalité qui s'installent en gros, tu dis en rigolant, si tu avais 100% du bitcoin, donc tu ne ferais pas, et si tu avais 100% du bitcoin et que tu étais à Joliette, ça ne fonctionnerait pas. Donc, juste si vous pouvez développer sur ces dangers-là, comment vous les managez. En fait, comme on fait du délestage, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de risque qui est pris par l'Université parce que les seules périodes, c'est les périodes de points qu'on doit essayer de mitiger. Il y avait 300 heures de délestage par année qui est obligatoire au Québec maintenant. C'est plus simplement question de ça parce que l'année dernière, c'est environ la moitié du délestage qu'on avait besoin, qui était permis. Donc, on se retrouve à utiliser vraiment juste des kilowattheures qui autrement ne seraient pas utilisés. On est là pour consommer tous les mégawattheures en période normale, puis ensuite on peut se retirer du réseau pendant quelques heures. Généralement, le délestage se passe de 6h le matin à 9h le matin, ensuite de 4h le soir aussi à 7h. C'est vraiment les périodes de pointe où les gens sont à la maison, où il y a plus d'énergie sur le réseau. On travaille vraiment un peu en symbiose avec le grid. Puis en fait, on va aller plus loin que ça encore. Maintenant, la façon qu'on fonctionne, c'est que la ville nous envoie un signal qu'il y a un contracteur qui ferme les grids automatiquement. Mais on travaille vraiment sur des projets de response domaine. On va faire en sorte qu'on va juste modérer la puissance à laquelle nos luminaires fonctionnent. Fait qu'on va vraiment pouvoir être capable d'avoir une espèce d'interaction directe avec le grid qui utilise seulement vraiment la quantité d'énergie qu'ils ont besoin de retirer. Ça fait en sorte qu'ils sont capables d'avoir une meilleure efficacité, moins de coûts énergétiques. C'est vraiment juste des côtés positifs qu'on peut apporter au réseau en faisant du délestage. C'est super important parce que dans le futur, et je pense à un futur proche, il va y avoir une intrication, je suis pas sûr de le dire, ça a été dit dans l'industrie, entre l'énergie et le minage et en tout cas les data centers. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'énergie qui ne se pose pas la question de comment il utilise son data center de Bitcoin, il manque quelque chose, il n'a pas encore été là où il faut. Et donc cette intégration, ça va s'accélérer. Et justement, est-ce que ce que vous décrivez, c'est spécifique au Québec, au Canada, est-ce qu'on le voit ailleurs? En
fait, au Texas, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des droits de consommer, puis si la profitabilité est plus élevée, à transférer l'énergie au grid pour qu'elle soit utilisée par les habitants, le market de prix continue. Mais les mineurs vont faire leur miners ils vont vendre leurs droits de consommer directement au grid. C'est une autre façon de fonctionner. Mais au final, le résultat est le même. Quand la demande est forte en énergie, les mineurs arrêtent et utilisent l'énergie à bon escient dans les communautés pour que ça soit se chauffer, se climatiser. Et c'est bénéfique pour la grille énergétique, et c'est aussi bénéfique pour les mineurs d'une certaine manière, en tout cas dans la globalité du Bitcoin mining, parce que le délestage ne se fait jamais au même moment, vraiment. Et donc le réseau Bitcoin, depuis 2009, il n'a jamais cassé une fois, toutes les 10 minutes, presque 10 minutes, c'est réglé comme un orage, ça s'appelle. Et ça, c'est que Bitcoin qui le propose. Et notre capacité à délester, par exemple, nous, c'est plus en hiver, au Texas, c'est plus en été. Comme je l'expliquais, au Texas, ils ont d'autres choses. Alors, au Texas, c'est ce qu'on appelle du PPL, le pouvoir purchase agreement, c'est plus une mentalité privée d'achat d'énergie. Et vous êtes capable de revendre l'énergie que vous n'utilisez pas à la grille quand vous en avez besoin. Nous, quand au Québec, ou les municipalités de l'Est, on ne peut pas payer, on ne peut pas repayer. Il y a un autre mineur qui est coté qui s'appelle Riot, qui est coté sur le Nasdaq. Ils ont lancé le mois dernier, elle a fait, je sais pas, 30 millions de dollars juste en revendant l'électricité au lieu de miner. Nous, on n'est pas dans cette dimension. Parce que c'est retourné effectivement comme on l'a dit. Donc je pense qu'on a parlé du fait que c'est une électricité qui normalement n'est pas utilisée. On a parlé de délestage. Au niveau de l'emploi et des formations, dans un contexte de plein emploi, ce que j'entends que vous nous dites, c'est que vous formez des gens. Parce que dans le contexte du Québec, dernièrement, on a plutôt peur que des gens prennent trop de main-d'œuvre plutôt qu'ils donnent des emplois aux gens. Donc ça, on est toujours un petit peu soucieux de savoir comment vous faites et on vous formez, vous faites des formations là où vous êtes. Les revenus qui sont retournés à la municipalité, est-ce qu'il y a des endroits où vous voyez quand même encore des gros potentiels où vous aimeriez être meilleur, où vous allez l'être, où vous changeriez quoi? On entend beaucoup de positifs, et j'aimerais voir où est-ce que vous voulez faire mieux. Et nous, on peut faire mieux en étant beaucoup. On sait bien faire, donc on peut juste aller plus. On est une boîte privée, une mentalité privée, parce qu'on est là pour faire des bénéfices et des profits, mais on est aussi là pour développer les infrastructures supplémentaires. Donc, on veut aller plus loin. Après, ce qui est génial, moi je trouve, dans notre métier, c'est qu'on est obligé, et ça c'est le fait de l'accord, on est obligé d'aller dans l'efficacité, dans l'efficience maximale. Si on n'est pas là-dedans, on est mort, on ne passe pas les vie. Et cette efficacité, elle se trouve à plein d'endroits dans notre métier. Elle se trouve dans du ultra petit, dans du nanomètre au niveau du chip qui mine, à l'intérieur de l'ordinateur. Elle se trouve à l'ordinateur lui-même pendant la dissipation de la chaleur va se passer dans l'ordinateur, dans les data centers qui sont autour de ces ordinateurs, que l'on construit, dans l'électricité qu'on prend. Ça va de trucs très très gros, on manage des 300 MW, des 500 MW, on a plein de ventilation. Ça arrive très très vite. Donc là-dessus, à chaque partie de transformation de l'énergie en puissance d'ordinateur, c'est notre métier, en fait, c'est ça les bases, on a des opérateurs, donc l'infrastructure, on transforme de l'énergie en ordinateur, en résultat d'ordinateur. Et cette efficience-là, c'est ça qu'on apporte dans ce qu'on veut faire. On veut le faire avec une vision long terme et on veut construire pour les 20 prochaines années. Et je pense que là, on va s'améliorer, je peux terminer, je ne vais pas prendre tout le temps, mais on doit vraiment, je pense que là, on va s'améliorer, c'est quand on va mixer l'approche du planning au niveau du data center avec l'approche AI. Parce que là, on voit la demande ne fait que augmenter et ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas du marketing de l'humeur, de dire on va faire des airs, etc. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer dans cette environnement-là. Parce qu'encore une fois, l'AI, c'est de la puissance de calcul. C'est ce qu'on fait. On transforme de l'énergie pour donner de la puissance de calcul. On a branché les milliards de Bitcoin. Maintenant, s'il faut brancher des cartes à champ avec des GPU et des CPU derrière, on sait le faire, on peut déjà combien de derrière. Et ça, il va y avoir un enjeu qui est essentiel, parce qu'il va falloir déployer beaucoup d'énergie. Et le Québec a une force énorme. On parlait d'énergie, on est tout petit le Bitcoin. Le ministère de l'Industrie, dernièrement, a annoncé avoir des projets de 1 gigawatt. 1 gigawatt. Nous, on est au Québec qui a fait à 200 mégawatts, 300 mégawatts, 300, 400 mégawatts, sur tous les mineurs qui existent. Il y a un bloc peut-être de 200 mégawatts, de 270 mégawatts qui va arriver. Il est en négociation, on en parle, etc. C'est tout petit. On est
encore tout petit. Et d'ailleurs, notre industrie est petite, en tout cas, mais en termes de valorisation, c'est un demi-trilliard de dollars. L'or, c'est 10 trilliards. Non, c'est de l'infrastructure avant tout, et je pense que ça, c'est un message important qui n'est pas toujours parfaitement compris par vos interlocuteurs. Est-ce que chez Bitcoin, vous avez la même vision, donc infrastructure, pouvoir computationnel, et on peut brancher autre chose, et on a éventuellement envie de nature dans les règles? C'est des choses qu'on regarde. En ce moment, on n'est pas prêt à dire que c'est une direction qu'on va prendre, mais définitivement, c'est quelque chose sur lequel on s'intéresse, qu'on s'informe, qu'on reste à jour. Les points que je dirais qu'on essaie de travailler tout le temps, c'est d'augmenter notre efficience. En fait, voir quel pourcentage de l'énergie qu'on utilise est transformé directement au travers de nos machines, comparativement au système auto. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on tente d'améliorer. Mais comparé à toutes les autres industries, on est probablement déjà un des ratios les plus élevés par rapport à ça. On parle de 96 à 97% de l'énergie utilisée par les femmes qui va directement dans le minage. Donc, on essaie vraiment de gratter les quelques pourcentages qui restent pour être aussi efficient possible, le plus standard possible. Et c'est vrai que les boîtes québécoises, en général, en tout cas dans les boîtes côté, on rend toujours les plus efficaces. Souvent le premier, très souvent le premier, même souvent le deuxième, le troisième. Pourquoi aussi? Parce que notre source, c'est l'énergie du monde, du monde, elle est très stable. Et c'est ça dont on a besoin de jamais s'arrêter. Et comme c'est notre matière première, c'est comme ça qu'on est efficace. Et quand on est efficace, plus nous avons des entreprises performantes, c'est ça qui fait les biens. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais ouvrir un petit peu quand même aux questions qui, je pense, sont nombreuses. Si je me trompe, j'en ai d'autres pour vous. Mais est-ce que dans le public, il y a des gens qui vont nous poser des questions? Moi, j'en ai une. Quelle est la réaction des communautés dans lesquelles vous vous installez au premier abord et comment est-ce que ces réactions évoluent quand vous commencez à les éduquer, on va dire? Je dirais qu'au début, ça n'a pas été très facile, mais maintenant, on fait vraiment des grands efforts, des portes ouvertes. On prend en compte la communauté, on leur explique qu'est-ce qu'on vient faire dans le projet. On est allé à Bécomo, on avait des portes ouvertes qui duraient 4 jours, c'est aussi un événement de recrutement. En expliquant aux gens qu'est-ce qu'on vient faire, puis en leur expliquant le potentiel que ça a, les retombées économiques que ça va avoir, généralement, les gens sont très ouverts après nous avoir parlé, avoir été ce qu'on avait à dire à ce sujet-là. Mais oui, définitivement, il y a de la réticence au premier abord, des fois quand on entend parler de minage de Bitcoin à cause des enjeux technologiques. Et d'ailleurs, je pense que de toute façon, j'aime bien le nom, on n'a pas vraiment de minage dans la mentalité des gens, ils pensent qu'on a des pirés. Et c'est pas ça, on a juste des ordinateurs. Et donc, c'est vrai qu'au départ, il y a pu y avoir des approches négatives, mais je pense qu'aussi au départ, ça a commencé en 2009, ça a commencé vraiment à se professionnaliser à partir de 2016-2017. Et maintenant qu'on est professionnalisé, il n'y a plus vraiment d'écart. Avant, il y avait des gens qui développaient des projets un peu à droite à gauche, en utilisant l'énergie qu'ils n'avaient pas forcément, la ventilation qui est mise dans la fenêtre du voisin. Nous, on ne fait plus ça. Tu peux en parler, je crois que vous avez des super amis anti-bruit. Oui, exactement. On avait eu des problèmes de bruit à la ville de Château, on a eu plein de mesures en sorte pour mitiger le son. Maintenant, c'est vraiment un enjeu pour nous. On a vraiment maîtrisé le sujet, on apprend aussi au travers tout ça. Puis maintenant, on est prêt à s'installer vraiment n'importe où sans avoir aucune répercussion sur le voisinage ou quoi que ce soit. Les municipalités, encore une fois, je pense qu'ils sont à ce point d'affection, de changement. Ceux qui nous ont, ils nous aiment. Ils se disent, ouais, c'est bien, on aime bien. Et je pense qu'autour d'eux, ils voudraient en avoir. Je connais d'autres maires autour de Joliette, on est en ville de Joliette, qui disent, mais comment je fais pour en avoir? Alors, eux, malheureusement, ils peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la concession. Nous, on a travaillé avec Hydro-Joliette, puis Hydro-Cherbourg, qui ont la concession qui a été donnée par le Québec il y a quelques dizaines d'années. Mais à un moment donné, je pense qu'il va y avoir un changement. Je pense que c'est comme l'Internet. L'Internet, dans les années 90, c'est vraiment une équipe. Il n'y a plus de gens qui t'écoutent. On s'est dit finalement, c'est une chance. Quels sont vos enjeux pour une meilleure collaboration avec le Québec? Nos enjeux Nos enjeux, déjà, c'est la conversation qu'on a. En pleine conversation à la régie d'énergie, on a des associations qui travaillent avec nous, le CDC est un bon exemple. On veut avoir la conversation. Aujourd'hui, on est magasinage. Encore une fois, je pense qu'elle est en train de changer.
Et donc on essaie d'apporter justement, en tout cas de montrer justement nos points forts et de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces points forts dans plus d'endroits. Encore une fois, l'énergie qui n'est pas utilisée, il y en a plein dans Québec. Allons l'utiliser tout de suite, faisons quelque chose avec. Créons quelques emplois, pas 50 000 emplois, mais rien à part. Trouvons les là où aller, développons des centres long terme qui vont pouvoir héberger des politiques d'Europe, faire des Milton quand on a besoin, c'est intéressant, de l'EA. L'EA, il y a un enjeu de proximité, parce que vous ne pouvez pas mener une grande, vous ne pouvez pas faire l'EA d'une grande armée. Pour le Mali, c'est intéressant. D'avoir une vision globale au niveau de la règle de la grille énergétique du Québec, c'est essentiel. Et je garantis qu'ils y pensent depuis bien longtemps, plus que nous, parce que c'est leur métier. Nous, on veut juste participer, on pense qu'on n'est pas moins bon, ni on devrait avoir moins de droits que d'autres. Faire de l'hydrogène vert, c'est très bien, faire des batteries, c'est très bien. Faire des data centers, comme Vision, AI et crypto-monnaie, ou en tout cas Bitcoin, parce qu'on ne veut pas faire crypto-monnaie de Bitcoin, ou des blockchains privées de banques, par exemple, ça peut être aussi des choses qu'on pourrait faire chez nous. C'est dire, écoutez-nous, laissez-nous travailler avec nous, on ne dit pas qu'on va prendre 100% de l'énergie disponible du Québec, on n'a pas 10 gigawatts. Combien ils mettent, vous savez les chiffres, ils ont annoncé 1 gigawatt, les projets qu'ils n'ont pas encore annoncé, mais ils en ont encore peut-être 5 ou 6 dans la Oui, mais je pense que Sébastien, je pense que tu avais des commentaires à faire aussi sur Hydro-Québec. Oui, en fait, on voudrait vraiment travailler plus en collaboration avec eux pour tout ce qui touche au délestage. On voudrait vraiment avoir une espèce de protocole uniformisé pour qu'on soit vraiment en symbiose avec le grid. Quand je parlais qu'on veut modérer les machines, qu'on a vraiment une façon de communiquer avec eux, que ça soit vraiment responsive, je pense que ça serait idéal pour eux. En ce moment, la façon que ça fonctionne, c'est un peu moins moderne que ce qu'on pourrait faire. On travaille de notre côté justement à développer ça. Puis on veut vraiment leur apporter une solution qui pourrait fonctionner en tout ça pour vraiment toute l'île Nord au Québec, toute l'île Nord pratiquement de la France. Je suis d'accord avec cette stratégie, je pense que nous on diffère un petit peu, je pense que pour essayer d'avoir une vision globale sur le data center, et pas que le Bitcoin Mining, nous on a quelque chose d'essentiel grâce au délestage, on peut l'intégrer dans une vision plus grande que le data center, où le Bitcoin Mining va coexister. En fait, il va coexister, je pense, et au niveau de l'énergie, mais sûrement aussi au niveau de l'utilisation, puisque les requêtes d'AI doivent être payées à un moment donné, et utiliser des systèmes de blockchain pour faire des micro-paiements, c'est quand même assez intéressant. Donc, d'ailleurs, c'est aussi des théories qui sont développées en ce moment par des analystes et des financiers. Cathy Wood, je crois, a dit qu'il y avait une possibilité que le Satoshi, l'unité première du Bitcoin, devienne la monnaie utilisée pour payer les requêtes d'AI. C'est pas, mais c'est une possibilité. Il va falloir trouver des moyens de monétisation entre les gens qui ont l'énergie des data centers, les gens qui ont les ordinateurs, les gens qui développent les services qui utilisent ces ordinateurs, et on va pouvoir trouver comment est-ce qu'on met tout le monde d'une manière digitale. Et ça va être la prochaine. Et Bitcoin, pour ça, je pense être parfait. En tout cas, les sidechains Bitcoin, la ligne network, liquid, etc. Oui, et là on commence à avoir une application et sur Hydro-Québec et les relations globalement avec tous, c'est beaucoup une question d'éducation aussi, c'est normal, Hydro-Québec est là pour aussi tous les Québécois et donner l'électricité à tous les Québécois. Si on arrive un petit peu plus à ce que la façon soit comprise, la façon dont la majorité des centres de données fonctionnent comme Bitfarm ou comme Sato, et on commence tous à comprendre qu'il y a des tâches, quelle électricité est utilisée, quelle électricité non utilisée, qu'on ferme les robinets dès lors qu'il y a besoin d'électricité par ailleurs, ce sera probablement plus facile aussi pour Hydro-Québec de prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles qu'on a été prises jusqu'à maintenant, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'éducation, mais comme dit Romain, on peut voir un certain point d'inflexion en train de se faire justement parce que ça commence à être bien compris, parce que c'est vécu quotidiennement dans certains endroits. Et on est tellement petit qu'au Québec, on n'a pas de différence. On a un enjeu de 260 gigawatts qui date de 2018, un moratorium. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en parlais encore de l'actualité de là. Il y a 270 gigawatts qui n'ont pas été utilisés depuis 2018 pour une utilisation possible. C'est dommage de ne pas l'avoir fait, mais s'il l'avait fait, le Québec n'aurait pas de différence. Je ne crois pas qu'il y aurait eu une coupure massive au Québec parce qu'il y a 200 gigawatts qui ont été utilisés depuis 2018. On peut espérer que non, sinon ça n'aurait pas été proposé. Je ne suis pas, je suis pas spécialiste. Ça va mettre la main en feu qui est au Québec, il n'a pas de problème pour les 200 gigawatts. Je pense qu'on a une question au fond, ici à gauche. Oui.
Oui, merci énormément pour ce rôle à propos de vos opérations, qui est très compréhensible. Je vais poser en fait une question détaillée à propos des GPE que vous choisissez pour minimiser en fait l'utilisation de énergétique en fait. Est-ce que vous programmez en fait des firmware pour les régler? Est-ce qu'il y a le sous-cadencement, le surcadencement qui est impliqué? Parce que tout cela pourrait être optimisé pour gérer la boîte et les centres de données globalement. En plus, est-ce que vous utilisez le CFD aussi pour tirer plus d'informations, pour minimiser les pertes ou minimiser l'enveloppe de dissipation thermique dans vos points? Merci. Moi, je dirais oui. Premier point, oui, on utilise au niveau du firmware, on va au niveau du développement des softwares. C'est aussi un point hyper intéressant de notre côté, c'est qu'on a la capacité d'aller très très proche dans l'utilisation de la chip pour gérer sa température. En fait, c'est tout ça, hein. C'est comment on va gérer sa température pour qu'elle soit plus performante. Et donc ça, il y a des sociétés qui le font. Et ce que ça nous permet aussi, c'est que ça nous permet de gérer notre puissance informatique en plus en fonction d'événements extérieurs, de la chaleur, de l'humidité, ou on va avoir des salles, etc. Et ça, c'est ça aussi, c'est là où la grille devient intéressante, une gestion de la grille globale intéressante, c'est qu'on peut vraiment aller à ce niveau. Donc ça, oui, ça se fait. Et donc, ces développements, c'est des softwares, des sociétés qui le font, il y en a d'autres qui le font en interne. On a développé notre propre software, par exemple, pour gérer une flotte de mining, on prend la data toutes les minutes. Et pour arriver au deuxième point, tous ces éléments-là, et on travaille dessus, alors je ne veux pas faire non plus du marketing, etc., mais je pense que c'est parfait pour être géré par de l'AI, entre guillemets. Parce qu'en fait, ce sont des points d'inflexion qui vont prendre de la température, une projection future énergétique qui pourra arriver, qui va gérer le load informatique. Ben ça, un ordinateur, il n'y a pas mieux que de gérer ça. Quand on dit IA, je suis en train de dire que ça va être l'intelligence artificielle qui va aller sur Mars. C'est vraiment en fait des calculs mathématiques, des if et des zen. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir développer notre activité là-dessus. Et on gère en fait une flotte de mineurs. On a 6000 mineurs, c'est beaucoup d'ordinateurs. Il faut avoir une approche de data. Il faut prendre de la data, on a la data, on a des API, on avait nos ordinateurs toutes les 10 minutes. On a pris la data depuis 2018 parce que l'intelligence artificielle est aussi bonne que le dataset. On a un petit dataset de l'intelligence artificielle. On a pris la data depuis très longtemps pour pouvoir la stocker pour le futur. C'est encore en développement, je dirais. Mais c'est aussi un point hyper intéressant de notre métier. Et là, on apporte aussi beaucoup d'innovation. Merci Romain, merci Sébastien. Il est 2h30, on va faire une petite pause de 15 minutes avant le prochain panel. Donc on vous retrouve ici à 3h20. Merci.